Imaginons, il y a par exemple un jeune très exclu qui nous écoute aujourd'hui, hein, et qui se dit « Ah, il y a des personnes comme moi qui font de la radio, qui font partie d'un j'aime ». Qu'est-ce que vous auriez envie de dire comme message, comme leçon de vie à un jeune très très exclu qui vous écoute aujourd'hui? Je suis pas croyant, hein, Oui. mais d'avoir la foi, de croire qu'il peut s'en sortir et de voir Oui. de faire des rencontres. Oui. Mais voilà, ne pas être non plus trop naïf. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre du cycle Human Diversity, où nous pouvons explorer, découvrir toute la pluralité de l'être humain. Et aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir un nouvel invité. Bonjour à vous. Bonjour à toi Joseph et bonjour à toute l'équipe d'ici, voilà, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Oui, parce que nous avons déjà eu la chance de nous croiser à plusieurs reprises. Mais qui êtes-vous ou qui es-tu, puisque nous nous tutoyons? Je suis Vincent de l'association qui est un groupe d'entraide mutuelle à Toulouse, Micro-Sillon, où on fait essentiellement de la radio et des voyages. Donc un groupe d'entraide mutuelle. Peut-être qu'il serait intéressant de repréciser de quoi il s'agit. Alors un groupe d'entraide mutuelle, c'est une structure pour les gens en situation stabilisée qui sont sortis par exemple d'hôpital de jour et qui veulent se réinsérer dans la vie d'inclusion sociale, de travail ou d'activité simplement, que ce soit occupationnel ou plus évolutif. Nous, on a la spécificité de la radio, mais il y en a, c'est juste pour faire du dessin ou du passe-temps, voilà, voir des gens sortir de l'isolement. Oui, il y a toutes sortes d'activités dans les GEM, mais le GEM est avant tout un club, c'est cela. On dépend moins des professionnels. Nous, par exemple, dans les GEM, il n'y a pas de soignants. Tout à fait. Il peut y avoir des éducateurs de formation ou des animateurs qui gèrent, qui nous aident, qui nous soutiennent, mais il n'y a pas de thérapie soignante comme dans les hôpitaux. Et c'est vous, les membres du GEM, qui faites les activités. Voilà, c'est ça. Et on fait un planning, nous, au mois, c'est basé sur la radio. On a une émission mensuelle qu'on diffuse sur des radios locales, qu'on met sur notre site. Mais on a aussi d'autres activités en parallèle. Et quand est-ce que Micro-Sillon a été créé? En mai 2008. Et ça fait plus de 10 ans que ça existe, mais on a mis plusieurs années. On fonctionnait comme un GEM, mais on n'avait pas le financement de l'Agence régionale de santé qui nous permettait de faire davantage de choses. Donc Micro-Sillon n'est pas spécifique à un handicap donné, hein? Ce n'est pas spécifique autisme par exemple. C'est généraliste. C'est en fait même les personnes qui sont dites entre guillemets normales peuvent venir. On est plus destiné aux personnes en situation de handicap psychique et difficultés sociales, mais les personnes traditionnelles peuvent... Est-ce que ça existe des personnes normales? Non, je pense que c'est qu'une illusion. C'est comme la perfection, ça n'existe pas. Oui. Donc il y a des personnes dites valides, hein, donc non handicapées, qui viennent à Micro-Sillon. C'est ça. Et combien il y en a par curiosité à peu près? Ça dépend des GEM, mais c'est minoritaire. Oui. C'est plus les personnes concernées qui y sont. Et donc vous, en tant que personne handicapée, vous proposez des activités pour les valides. Alors, aussi. Moi je suis un peu comme j'ai pas fait de formation de père aidant, mais je suis un peu comme le père aidant parce que j'ai été en situation d'handicap, j'ai été en hôpital de jour. Et maintenant, je suis en contrat aidé dans l'association, j'ai été coprésident, j'ai été adhérent depuis le début, depuis des années. Je suis un des membres fondateurs de la structure. Et là, je peux aider les gens qui en ont le besoin par le biais de cette dénomination qui s'appelle groupe d'entraide mutuelle. Voilà. Oui.
Mais il y a aussi donc des personnes handicapées qui aident les valides. Oui, parce que on a chacun nos spécificités, Voilà. nos compétences. Par exemple, à Micro-Sillon, que je sache, hein, on a 2 personnes qui sont autistes, et il y en a une qui est très bonne dans les codes postaux, dans la politique, et un autre, c'est l'informatique. Voilà, et donc ils sont complémentaires. Mais comment toi, personnellement, tu en es arrivé à cette fabuleuse aventure du GEM, hein? Qu'est-ce qui t'a amené à cofonder, hein, cette association qui allait devenir un GEM? Au début, c'était un atelier qui se faisait dans un hôpital psychiatrique de jour, un hôpital de jour à Toulouse. Et en fait, on a été invité par Alfredo Oliveira de la Colifata, qui est une expérience radio dans un hôpital de psychiatrique, l'équivalent de Marchand à Toulouse, mais à Buenos Aires en Argentine. Et nous, on faisait notre atelier avec Campus Toulouse, une radio toulousaine, qui venait, on alternait, ça veut dire eux, ils venaient à l'hôpital de jour, et nous, on allait à la radio, une fois sur 2. Et il y a eu l'opportunité qu'on soit invité par Alfredo en Argentine, et eux sont venus après en France. Et de là, s'est posé la question, il y a eu des réunions qui ont été faites, et on a créé l'association. Voilà. De l'atelier Oui. radio, qui s'appelait Londi, Oui. on est passé en structure associative, loi 1901, Oui. avec Micro-Sillon. Donc, en fait, c'est une sorte de programme d'échange international, une sorte d'Erasmus. Le voyage en Argentine était Oui. le début Oui. des radios Oui. en santé mentale. Oui. Et après, il y a eu plus récemment, il y a eu en Russie, Oui. où on a été au festival Le Fil d'Ariane, Oui. avant le Covid. Voilà. Mais je pense que ça c'est essentiel, hein, ce rôle des bons exemples à l'international dans le secteur de l'inclusion. Hein, donc c'est parfois un exemple qu'on a vu, auquel on a assisté quelque part, qui peut changer votre vie. Ça m'a changé ma vie parce que j'ai rencontré, suite au voyage qu'on a fait plus récemment donc en Russie, j'ai rencontré ma femme qui était traductrice, qui faisait des cours de langue, qui était étudiante et qui était bénévole sur l'événement pour nous faire la traduction, interprète. Et on a sympathisé, on s'est mariés, elle est venue vivre en France, moi je suis allé en Russie. Mais de ces voyages en Amérique du Sud, en Russie, qu'est-ce que tu en as retenu par rapport au handicap dans d'autres pays? Qu'est-ce que tu penses de la vision de la personne différente? Mais en Argentine, c'est les pays latinos, c'est plus mieux pris en considération, je pense, même s'ils ont une vie qui peut être plus difficile, eh bien, ils ont un côté plus solidaire qu'on peut l'avoir en France. Il est peut-être plus facile de faire aboutir des projets originaux, non? En Amérique latine. Oui, possible. Parce que ça a été soutenu, je le dis entre autres, pour ceux qui sont intéressés par la musique, Manu Chao. En Russie, qu'est-ce que tu as observé par rapport au handicap? J'ai remarqué que c'est plus froid dans les deux sens du terme. Ça veut dire que le climat est plus froid, sauf l'été où il peut être très chaud. Mais les gens sont froids, de tempérament un peu sauvage, mais quand on les rencontre, ils sont sympathiques. Mais il y a la barrière de la langue qui fait que c'est difficile. Plus difficile qu'en Amérique latine, parce que même si la langue est différente, il y a des similitudes, il y a des choses qui sont plus proches de nous. Comment est-ce qu'on pourrait promouvoir à l'international l'échange de bonnes idées en matière d'inclusion? Bonne question. Quelles sont les solutions qui marchent? Est-ce qu'il faut organiser périodiquement un festival, par exemple des radios inclusives? Oui, je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire plus souvent. Mais là, malheureusement, il y a eu la période du Covid, il y a la période de la guerre, voilà, là-bas.
Le programme Erasmus, hein, qui concerne la mobilité des étudiants, hein, fait des efforts pour inclure le domaine du handicap. Hein. Est-ce qu'on pourrait imaginer un programme, peut-être sous l'ombrelle d'Erasmus, pour que des bonnes solutions en matière d'inclusion puissent être brassées entre les pays? Oui, avec plusieurs acteurs qui sont en rapport avec l'handicap, on pourrait essayer de se fédérer et faire quelque chose. Mais entre ce qu'on dit et réussir à le faire... Est-ce que lors de l'une de ces rencontres internationales, tu as vu un projet génial et tu t'es dit « Waouh, il nous faudrait la même chose ». Là, on a fait un projet, J'aime le canal, qui est à l'échelle nationale, enfin même pas régionale de l'Occitanie, mais qu'on aimerait faire au-delà de l'Occitanie. C'est un périple en péniche. En fait, c'est pour fédérer les groupes d'entraide mutuelle entre eux, parce que chacun, on a tendance à être dans notre coin, chacun dans sa ville, et il y a peu de liens qui se font réellement. Il y a un adhérent qui a eu de Micro-Sillon cette idée de faire J'aime le canal pour regrouper qu'on appelait au début le cordon ombilical. Et donc c'est une péniche qui est louée, je suppose? C'est une péniche qui est louée, qui fait des voyages pour les enfants, les colonies de vacances. Pourquoi ne pas imaginer une radio avec des intervenants de pays différents, de j'aime différents? Ben, c'est ce qui a été fait en Russie. C'est ce qui avait été fait en Argentine aux premières rencontres de radio en santé mentale, à l'historique de Micro-Sillon au début. Mais après, il y a des événements à droite à gauche, comme là où on s'est vu à Nîmes. Il y a les SISM, les semaines d'information en santé mentale, où ils font des activités avec les structures soignantes et les patients, ou les personnes stabilisées qui sont dans des groupes d'entraide mutuelle, par exemple. Il n'y a pas forcément une chose qui se fait chaque année, qui fédère. Voilà, parce qu'il y a le budget de pouvoir se déplacer dans une autre ville, dans une autre région ou dans un autre pays. Il y a que certains n'aiment pas voyager. Justement, est-ce qu'on ne peut pas faire un plateau avec des duplex en radio et une personne qui est dans tel pays, une autre qui est dans tel autre? Tout à fait. Ça peut, de nos jours, au XXIe siècle, ça pourrait s'imaginer. Voilà. Il faut réussir à le mettre en place et avoir les gens pour ça. C'est une question de moyens financiers, c'est une question de logistique? C'est les deux. Les deux. Mais est-ce que ça ne serait pas le rôle d'une radio, par exemple une radio du service public, de vous donner ce coup de pouce logistique, matériel, pour monter une radio inclusive? Normalement, ça devrait être, oui, les municipalités, les institutions qui devraient le faire. Sauf que là, on a constaté avec J'aime le canal que c'était plus les petites municipalités, comme Montauban, qui donnaient le bon exemple, alors que les grandes villes sont moins participatives, viennent se montrer. Ça, pour faire les discours, ils savent. Mais pour donner les moyens... Comment est-ce qu'on pourrait motiver les villes, les municipalités à suivre les bons exemples? Est-ce qu'il faut une sorte de ligue des villes inclusives, un club des villes inclusives, un label de villes inclusives? Peut-être, parce que le label, il existe, parce qu'il y a les villes handicap. En fin d'année, par exemple, qui est en plus de la SISM, que je vous parlais, les semaines d'information en santé mentale, qui regroupe, mais c'est plus des personnes en fauteuil roulant. C'est que, heureusement pour eux, mais malheureusement, enfin dans les deux sens, heureusement et malheureusement, c'est que les personnes en handicap moteur, on les plaint davantage, on s'apitoie sur leur sort. Ça se voit directement. L'handicap invisible, il ne se voit pas forcément. Ou alors, il peut faire peur facilement avec les médias qui en rajoutent. Cataloguer, mettre dans une case des personnes.
Concrètement, en termes d'animation d'antenne, comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que vous constatez que les personnes du GEM ont peut-être un talent particulier à la radio? Comment est-ce que ça se passe? Le micro est là et comment est-ce qu'on démarre chez vous? Ben, moi, pour ma part, j'ai toujours été plutôt à l'aise. Oui. Donc c'est quelque chose qui n'est pas compliqué pour moi. Mais il y en a, ça peut être compliqué. Donc c'est une thérapie par l'art, par la compréhension, l'expérimentation, le soutien de personnes qui peuvent avoir une expérience médico-sociale ou du terrain, ou de la pratique de l'activité. J'ai pu participer à des émissions de radio où il y avait des gens ayant des handicaps divers et qui se retrouvaient pour la première fois de leur vie face à un micro. J'ai été souvent bluffé par leur capacité à tenir l'antenne alors que c'était leur toute première fois dans un studio. Tu l'as sans doute observé aussi, ça, non? Oui, j'ai pu l'observer. Et c'est vrai que ça peut être surprenant parce qu'une personne qu'on n'a pas vue par exemple depuis un certain temps et qui avait du mal à s'exprimer au micro et qui tout d'un coup arrive à le faire assez facilement, ça peut déstabiliser. Oui. On peut trouver ça étonnant. Oui. Mais tant mieux s'ils y arrivent. Mais c'est de l'apprentissage, c'est du... Oui. Faut-il envoyer les futurs journalistes en stage au GEM Micro-Sillon? Pour le côté humain, pour le côté de sensibilité par rapport à la différence, oui. Mais qu'est-ce que, par exemple, Micro-Sillon a ou peut avoir en plus par rapport à une radio, on va dire, en général? Est-ce que c'est plus drôle? Est-ce que c'est plus diversifié? Plus diversifié, oui. Et c'est moins disque rayé. Oui, moins disque rayé. C'est une très belle expression. Voilà. Oui. Ça veut dire qu'en fait, on n'entend pas toujours les mêmes choses ou les choses commerciales. Il n'y a pas de publicité commerciale dans les structures qui font de la radio comme les nôtres. À plusieurs reprises, des auditeurs de radio m'ont dit qu'ils en avaient marre des discours standardisés qui sont dits uniformisés, toujours sur le même ton de voix, voilà, avec la même diction. Je crois que là, Micro-Sillon a une plus-value majeure. Mais quand on va à Paris, par exemple, dans les médias, il faut enlever son accent de sa région et avoir tous le même ton, la même voix. Mais je veux dire, les gros médias, pour reprendre cette expression, qu'est-ce qui fait qu'ils sont excluants par rapport au handicap? Tu as sans doute fréquenté ces gros médias. À quel moment ça coince par rapport à l'inclusion? On avait été invité par Les Fous du Roi de Stéphane Bern, une émission qui se faisait à Paris. Et on avait été dans le public, ils avaient juste nommé, ils avaient juste remercié la présence de telle ou telle personne. Et après j'avais fait l'émission Tous Ensemble de TF1 où en fait il fallait, on venait en aide aux personnes qui avaient des problèmes par rapport à leur maison. La part dédiée au handicap dans les antennes... elle est minime. Absolument minime, infime. Par exemple, avec cette série, web-série, elle arrive à faire un petit peu sa place. Mais comparé à d'autres choses, c'est très peu. Oui. Mais est-ce que, par exemple, à Micro-Sillon, vous avez envisagé un partenariat avec une autre radio? On a une web radio qui nous diffuse. Oui. Après, c'est des radios locales essentiellement. On en a une à Reims, en radio primitive depuis récemment. Une à Pamiers, il y en a une à Radio de la Save. On en a à Toulouse, on a Mon Pays, qui est une radio syndicale. On a FMR, qui est plutôt une radio underground, comme j'en oublie, on en a une dizaine.
Et comment est-ce que tu vois l'avenir de Microsion dans 5 ou 10 ans, hein? Qu'est-ce qui serait l'idéal, le rêve pour cet avenir? Ça serait qu'on arrive à avoir plus d'adhérents qui se gèrent eux-mêmes Oui. et être moins dépendants du personnel Oui. et des structures de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, des structures qui permettent de vivre. Peut-être que Microsion devrait relever aussi et surtout du secteur des médias, hein, des financements spécifiques aux médias et pas forcément des financements liés au sanitaire, quoi, hein. Ben oui, mais vu qu'on dépend, qu'on prend des personnes en difficulté sociale ou psychologique. Et parlons des gens, des parcours des gens qu'il y a à Microsion. Je suppose qu'il y a pas mal de gens comme toi qui viennent des hôpitaux de jour, non? Oui, ou de SAMSA, de SAVS, ça fait de plusieurs structures en rapport à le médico-social. Peut-être des personnes qui ont connu la grande exclusion, par exemple, sans abri. Il peut en avoir aussi. On travaille avec une résidence, une pension de famille à Saint-Cyprien, sur Toulouse, qui s'appelle Adoma, où il y a des personnes qui ont été à la rue ou qui n'ont pas ou très peu de famille. Toi-même, tu es un exemple, comme d'autres personnes chez Microsion, de l'inclusion possible. On peut, par exemple, avoir été dans cet univers sanitaire, médico-social et avoir l'avenir ouvert. D'un côté, c'est vrai. De notre côté, il y a, comme on en revient peut-être aux médias, on a cette étiquette, cette catégorie, en fait, ce catalogage qu'on nous met qui fait que voilà, les structures, elles ne veulent pas prendre, ça les inquiète, elles préfèrent payer une taxe que prendre des personnes qui ont été en situation de handicap. Oui, oui. Et donc, une expérience réussie de plusieurs années chez Microsion, par exemple, n'est pas reconnue, n'est pas valorisée par les entreprises. Moi, je suis en contrat aidé. Donc là, ça évolue quand même aussi. Donc peut-être que si on a les moyens financiers, on pourra me salarier, un emploi, comme un emploi classique. Mais s'il n'y a pas les financements, je ne pourrai pas être salarié. Et le contrat aidé, c'est renouvelable sur 1 an. Quelles sont les qualités que développe Microsion qui peuvent être importantes pour une vie professionnelle? L'entraide. L'entraide, oui. L'expérience radiophonique. Oui. D'échange aussi avec on fait l'inclusion sociale avec des écoles d'éducateurs comme Erasme, IFRAS, Saint-Simon. Si vous voulez retenir un acronyme, celui-là il est assez long, DPAPC, vous pourrez le ressortir. Et sinon, l'expérientiel d'avoir pratiqué quelque chose qu'on peut montrer à d'autres, transmettre. Oui, qu'on peut transmettre. Et par exemple, quel est votre regard par rapport à ces hôpitaux du jour? Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans ces Qu'il y ait une meilleure compréhension entre les patients, les structures comme les groupes d'entraide mutuelle et les professionnels de la profession. Il y a un trop gros décalage. C'est comme la politique et le citoyen, on est dans un monde parallèle. Mais par exemple, vous, est-ce que vous auriez souhaité ne pas fréquenter les hôpitaux du jour? Je pense que si on pose la question, majoritairement, les personnes qui ont fréquenté des hôpitaux de jour diront qu'ils auraient préféré ne pas en fréquenter. Après, il y en a quelques-uns qui disent que ça leur a apporté, que ça a été bénéfique, mais ce n'est pas la majorité. Vous, ça ne vous a rien apporté, c'est cela? Ou presque rien? Moi, je n'ai pas de souvenir forcément positif, non. Oui. Et votre métier de rêve,
À part la radio. À bien part, sûr. ben, ça aurait été Oui. ça aurait été le milieu des médias, la presse ou la télé ou le cinéma. Mais bon, étant en province, n'ayant pas de piston, voilà, c'est une illusion un peu trop. D'ailleurs, le handicap nous en dit beaucoup sur l'état de la société. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à l'école, hein, en termes d'inclusion? Moi, je trouve que l'école, de ce que j'en entends, de ce que je peux en percevoir, c'est plus que c'était. Ouais. C'est plus que c'était parce que maintenant, c'est les enfants qui font un peu leur loi. Et alors qu'avant, c'était les parents, enfin, c'était l'inverse. C'était le professeur qui avait le dernier mot, c'était les parents qui avaient le dernier mot. Mais d'après vous, est-ce que l'école aujourd'hui est inclusive ou pas inclusive ou peut mieux faire? Peut mieux faire Ouais. et pas très inclusive. Ouais. Ouais, j'allais dire moyennement, Mm. faiblement inclusive. Et est-ce que les jeunes, les enfants de nos jours ont la capacité, selon vous, d'être inclusifs, de comprendre la différence ou qu'est-ce qu'on peut faire dans cette direction? Quand j'étais à l'école, on m'avait forcé à écrire de la main droite. Je suis gaucher contrarié, c'est-à-dire je fais du sport avec le pied et la main gauche. Mais on m'avait forcé, l'orthophoniste, il m'avait donné un petit truc pour tenir le stylo Oui. ou le crayon et j'étais mis de côté. C'est-à-dire que si je ne comprenais pas, si j'avais pas la compréhension par rapport à d'autres élèves, et bien, moi ou un autre qui était dans ma même situation, on était mis de côté. Maintenant, ça existe encore, mais ça a diminué quand même. Il y a des AES, je ne sais plus comment ça s'appelle, les... Oui, AESH. Donc quand même, il y a eu quelques petits pas. Il y a eu quelques petits pas, mais c'est peu par rapport à la génération, enfin à l'époque où l'on vit au 21e siècle. J'ai une question. Imaginons qu'il y ait face à vous un bouton magique, ici, qui permette d'être, entre guillemets, normal, ou de devenir normal. Est-ce que vous appuieriez sur le bouton magique? C'est à double tranchant, ça. Le choix est à vous. C'est un mal pour un bien. J'hésiterai. Ouais. J'hésiterai parce que j'aurais envie d'appuyer pour le côté travail, par exemple, de l'étiquetage, comme on disait, de l'handicap. Mais de notre côté, c'est bien d'avoir nos différences, parce que si on était tous pareils, on s'ennuierait. Oui, oui. Donc vous n'appuyez pas. Ça dépend des fois. Par intermittence. Voilà, par intermittence. Comme un joystick, voilà, comme une console de jeu, comme un bouton de... Ici, dans le cadre du projet Human Diversity, nous avons l'habitude de dire que pour l'inclusion, il suffirait de presque rien. Pour vous, c'est quoi ce presque rien? Il y a une chanson par rapport à ça. Il y a une chanson, mais peut-être qu'il y a pour vous un message, un rêve, quelque chose qu'on pourrait susciter pour que cette inclusion et ce presque rien se réalisent. Le presque rien. Ça peut être beaucoup, mais en même temps, pour moi, ça pourrait être presque rien. La liberté, le slogan qu'on a en France, liberté, égalité, fraternité. Qu'il soit vrai, qu'il soit concret, qu'il soit palpable, et que ce ne soit pas du faux semblant ou de l'approximatif. Il y a plusieurs choses qui pourraient être un presque rien. Les petites rivières font des grands lacs. Et il y a 20 ans en arrière, est-ce que vous imaginiez un jour être co-responsable d'une radio d'une association radio. Ou d'une association radio. Une association qui fait de la radio, parce qu'on n'a pas une antenne. Mais est-ce que j'imaginais... Non.
Comment c'est comme est-ce que j'imaginais me marier avec suite à un voyage à l'étranger? Oui. Donc la vie est pleine de surprises, C'est ça. pleine de voyages. Voilà. Et c'est tout simplement cette vie pleine de découvertes que nous avons eu la chance d'explorer avec vous, avec les autres personnes de Micro-Sillon qui Voilà. n'étaient certes pas physiquement présentes ici, mais dont l'expérience était portée par votre voix. Tout à fait, mais la vie n'est pas... faut pas oublier que c'est pas un long fleuve tranquille. Même s'il y a de bons moments, Oui, il y a des moments qui peuvent être très durs oui, à supporter, à vivre. Enfin, oui, en plus, quand on a oui, des problématiques... oui, voilà. oui. La vie n'est pas un fleuve tranquille, mais quand même il y a des bons moments sur la péniche dès lors qu'elle voyage et qu'elle fait des découvertes. Et il faut réussir à vivre les moments présents. On est trop souvent dans le passé ou dans le futur. Oui, oui. Ça, c'est une fabuleuse leçon de vie. Merci beaucoup pour ce temps partagé et j'espère à tout bientôt à Micro-Sillon. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser. Bonne journée, à bientôt. Ça roule, Joseph. Ça roule.